Salut les coureurs, salut les triathlètes, j'espère que tout le monde est en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler musculation, renforcement musculaire. Quand est-ce qu'on en fait, quand est-ce qu'on n'en fait pas? Alors, déjà, on va commencer par le début. J'ai pas mal de mes coureurs, des gens que je coach, qui me disent, Michel, j'ai envie de faire du renforcement musculaire parce que tu comprends, je me sens un peu faible sur les marathons, à la fin des courses, j'ai mal aux jambes, etc., etc. Je pense qu'il faut que je fasse du renforcement musculaire ou de la musculation. Ils n'ont pas tort. Sauf que, avant de faire de la musculation, il faut courir. Si vous voulez faire de la course à pied, il faut courir. Ça vous paraît bête ce que je dis. Pourtant, je me rends compte que dans l'imaginaire de tout le monde, ah ben, on peut faire de la musculation pour être meilleur en course à pied. Non. On court beaucoup. Et ensuite, à un moment donné, quand on court suffisamment, effectivement, on peut faire de la musculation, du renforcement pour s'améliorer. Mais il faut d'abord courir. Moi, quand j'entends un coureur qui court 3 fois par semaine, qui me parle de faire une séance de musculation pour progresser en course à pied, je comprends qu'il n'a pas tout compris. Parce que courir 3 fois par semaine pour progresser, ça suffit pas. Donc, on court, on accumule les kilomètres et on progresse en course à pied. On habitue ses tendons, on habitue ses muscles. Et je vous garantis que quand vous faites 100 kilomètres par semaine à l'entraînement, bah sur le marathon, vos cuisses, elles vont tenir le coup, hein. Alors, bien entendu, il y a des moments où il faut faire de la musculation. Bien entendu, pour certaines personnes, c'est indispensable. Donc déjà, je viens de le dire, si vous vous entraînez 3 fois ou 4 fois par semaine, plutôt que de faire de la musculation, rajoutez une séance. Si vous faites 3 séances, vous en faites 4. Si vous faites 4 séances, vous en faites 5. Quand vous faites 5 séances par semaine de course à pied, on peut commencer à parler d'autres choses. Mais tant que vous ne faites pas 5 séances par semaine de course à pied, si vous avez du temps en plus, faites une séance de plus. Je parle bien entendu des gens qui n'ont pas de problème de santé. Parce qu'il est évident que si vous avez une vraie faiblesse, là je ne parle pas de dire en fin de course, j'ai mes muscles qui sont durs. Et oui, c'est normal, tout le monde a des muscles durs en fin de marathon. Non, si vous avez une vraie faiblesse, des problèmes de genoux, des problèmes de tendons, bien entendu qu'il faut faire des exercices de renforcement pour pouvoir courir tout court. Mais en aucun cas, quand on court 3 fois par semaine et qu'on n'a aucun problème, on se dit, bah, je vais progresser en course à pied, je vais faire une 4e séance. Ou si vous êtes un triathlète, oh ben, je veux progresser en natation, je nage une fois par semaine, oh ben, je vais faire 3 séances de musculation, je vais être bien meilleur. Non, non. D'abord, on s'entraîne dans la discipline qu'on pratique. Arrivé à un certain volume, il est clair que faire une séance supplémentaire, des fois, ne sert à rien. Si vous vous entraînez 5 fois par semaine, effectivement, vous pouvez vous poser réellement la question, est-ce que ça vaut le coup de faire une 6e séance de course à pied ou est-ce que ça serait pas plus rentable pour moi de faire de la musculation? Ça, c'est une vraie question. Mais en dessous de 5 séances par semaine, soyez gentils, entraînez-vous dans votre discipline. Si vous voulez progresser au tennis, vous allez jouer au tennis avant de faire de la musculation. Voilà. Sauf dans le cas où vous avez des blessures. Là, on parle que de gens en bonne santé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on fait de la musculation ou on fait du renforcement? Alors, le renforcement, contrairement à la musculation, là, vous pouvez en faire même si vous vous entraînez que 3 fois par semaine, hein. Le renforcement, c'est quoi? C'est tous les jours faire des choses pour renforcer votre organisme. C'est-à-dire, par exemple, vous faites 1 minute de gainage chaque fois que vous allez prendre la douche. Ben, c'est du plus. En aucun cas, ça vous remplace une séance, mais vous vous activez. Vous pouvez faire du renfort au quotidien, à plein moment de la journée. Rien ne vous empêche, même si vous avez l'air un peu stupide, de vous laver les dents en faisant des squats, de regarder votre micro-ondes qui cuit votre plat pendant 2 minutes en faisant des squats. Tout ça, c'est du gain. C'est juste du gain. Vous allez renforcer votre organisme, mais ça vous prend pas de temps. Si vous faites de la musculation, moi, ce que j'appelle musculation, c'est une vraie séance de musculation, c'est-à-dire ou chez vous, si vous avez du matériel, ou à la salle, vous avez un programme avec des charges bien précises et vous faites ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la musculation? Donc, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous faites suffisamment de séances d'entraînement dans la discipline que vous pratiquez, et effectivement, vous vous dites, je vais peut-être rajouter une séance de musculation. Dans ce cas-là, pour tous les sports d'endurance, il y a 2 trucs qui marchent et un truc qui ne marche pas.
La musculation classique, c'est-à-dire je fais 4 exercices par muscle, 10 répétitions par exercice, ça ne sert à rien pour un coureur ou un triathlète. Vous allez prendre du volume, vous allez prendre du poids. Si c'est votre but d'avoir des bras plus gros pour aller à la plage, c'est autre chose. Si vous êtes une fille que vous avez envie d'avoir les fesses plus bombées, c'est autre chose. Mais si c'est uniquement dans le but de progresser dans les sports d'endurance, vous pouvez faire soit un travail de force, c'est-à-dire on fait très peu de répétitions avec des charges très lourdes, proches du 90% de votre maximum. Mais ça, malheureusement, c'est réservé à un travail en salle ou avec du vrai matos et quand on est compétent dans le domaine. Sinon, le risque de blessure, il existe vraiment. Donc ça, il faut pas le faire tout seul. On s'improvise pas à faire des squats à 90% de son max alors qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc ça, c'est plus compliqué, mais il y a plein de gens parmi vous qui ont fait de la musculation plus jeune, qui ont fait de la musculation pour un autre sport, qui maîtrisent parfaitement les squats. Moi, vous savez tous que j'ai été prof de muscu à une autre époque de ma vie. Je suis capable de faire des squats très lourds. Enfin, je serais capable de faire techniquement des squats très lourds, donc je pourrais faire ça. Sinon, on s'amuse pas à prendre des risques ou alors on travaille sur des machines guidées, des presses à cuisse, des choses comme ça pour éviter tout risque de blessure. Sinon, ce qui marche également très bien, ça s'appelle l'endurance de force. L'endurance de force, c'est on travaille, on va dire à 50 à 60% de son max sur un mouvement et on enchaîne les répétitions, au moins 20 répétitions, mais plus si possible. On réduit au maximum le temps de récup entre les répétitions. Et ça, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Le risque de blessure, il est beaucoup moins gros. Par exemple, si vous savez que votre max au squat, c'est 100 kg, ou que vous l'avez évalué par différentes méthodes que vous pouvez trouver sur Internet, avec un nombre de répétitions, des pourcentages, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la muscu, c'est pas le but de la vidéo. Une fois que vous connaissez votre max, ben vous prenez 60% de la charge et vous enchaînez les répétitions jusqu'à la brûlure presque, hein. Et ça, vous en faites pas mal de séries avec peu de temps de récup. Et effectivement, ça aurait des résultats positifs. Ça, c'est une fois par semaine. Toujours pareil, si vous êtes capable de faire 2 séances de muscu par semaine alors que vous courez que 5 fois par semaine, moi je vous conseille de rajouter aussi une autre séance de course à pied et de faire 6 et 1. Vous n'êtes pas des culturistes, vous n'êtes pas des powerlifters, vous êtes des coureurs qui veulent être plus performants. Là, on parle pour les coureurs lambda à haut niveau. Quand on s'entraîne 12 fois par semaine, effectivement, on peut faire 2 séances de muscu par semaine, bien entendu. Mais là, on ne parle pas de ça. Autre chose, quand est-ce qu'on commence la muscu, quand est-ce qu'on l'arrête? Si vous faites des vraies séances de muscu, vous pouvez les faire toute l'année. Mais il faut surtout pas commencer en phase finale de préparation. Là, j'ai un de mes coureurs qui a attaqué la muscu il y a peu de temps, à 8 semaines de son marathon. Comme il n'a pas l'habitude, il a des courbatures de partout. Ses séances derrière, elles sont pas terribles. Donc, je lui ai dit, arrête tout. C'est absolument pas le moment de commencer à bosser musculairement. Dans ce cas-là, je vais lui conseiller à lui, une fois qu'il aura passé son marathon, qu'il aura récupéré, on va attaquer une phase générale où là, on va inclure de la musculation dès le départ, le temps que son corps s'habitue. Et comme ça, il va prendre des habitudes qui lui seront utiles pour plus tard. Quand est-ce qu'on arrête les séances avant une course? On n'arrête pas, on continue quasiment jusqu'au dernier moment. On va dire que la dernière semaine, par exemple, vous arrêtez, mais vous arrêtez pas plus de 10 jours avant. Pourquoi? La musculation, malheureusement, on perd très vite quand on arrête de faire des séances. La force, elle part très très vite. Donc si vous êtes entraîné pendant 8 mois pour de la muscu, mais que vous arrêtez 3 semaines avant la course, c'est quasiment comme si vous aviez rien fait. On perd très très vite. Donc vous continuez. Par contre, vous pouvez réduire. Admettons que vous travaillez sur un protocole de force. Par exemple, moi, quand je fais travailler des gens sur un protocole de force, on est sur, par exemple, 4 séries de 3 répétitions avec 4 minutes de récup sur du squat. Eh ben, à 10 jours de la course, au lieu de faire 4 séries, vous faites que 2 séries. Voilà. Un petit rappel musculaire. Et comme ça, vous conservez tout ce que vous avez acquis au fil du temps. Mais surtout, on allège quand même un petit peu, mais on n'arrête pas 6 mois avant. Donc vraiment, je vous conseille de réfléchir à votre pratique et de bien déterminer vos buts. Si vous voulez vraiment progresser musculairement, il faut faire ça toute l'année, c'est clair. Donc,
vous pouvez tout à fait mettre en place une séance de muscu, mais à partir du moment où le nombre de séances dans votre activité cible est suffisant. N'allez pas me faire, je le répète en boucle, mais n'allez pas me faire des séances de muscu si vous courez que 3 fois par semaine. C'est stupide, vraiment, hein. Courez plus et ensuite vous voyez. Et je le redis, sauf si vous avez une pathologie qui nécessite de la musculation. Vous avez des problèmes de quadriceps, le kiné vous a dit qu'il fallait renforcer vos quadriceps. Bien entendu, c'est même à faire en premier, parce que sinon vous ne pourrez pas courir. Donc ça, c'est super important. Au niveau des séances, il y a certains coureurs qui font du renfort en faisant de la côte. Bien entendu, ça marche aussi. Les séances de côte servent aussi à ça. Le problème, c'est que les séances de côte déclenchent également beaucoup de blessures au niveau des tendons d'Achille. Parce qu'il faudrait vraiment calibrer parfaitement la côte, vraiment poser parfaitement le pied. Faites attention, vous trouvez des séances de côte dans beaucoup de plans d'entraînement. Pourquoi? N'oubliez pas que tous les plans d'entraînement que vous trouvez dans les magazines, y compris dans celui dans lequel j'écris Running Attitude, sont des dérivés des plans d'entraînement d'athlètes de haut niveau. Et effectivement, à haut niveau, quand on s'entraîne énormément, la séance de côte fait partie du boulot pour bien bosser. Sauf que vous n'êtes pas un athlète de haut niveau. Il y en a très peu d'athlètes de haut niveau. Donc, quelqu'un de lambda qui fait des séances de côte, alors que musculairement, il n'est pas costaud, alors que ses tendons sont un peu fragiles, il va se blesser. Moi, j'ai arrêté de faire des séances de côte systématiquement à tous mes coureurs. Il y a une époque, il y a 10 ans en arrière, je faisais ça, et puis je me suis dit, tiens, il y a quand même beaucoup de gens qui se blessent. Et je me suis rendu compte que c'était une énorme bêtise. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai certains athlètes. Moi, dès que j'ai un athlète qui vaut moins de 30 minutes sur 10 kilomètres, effectivement, lui, on va lui faire des séances de côte. Parce que lui, il en a besoin pour travailler musculairement. Mais quand quelqu'un court le 10 bornes en 45 minutes ou en 50 minutes, voilà, la séance de côte, elle n'est pas super utile. Elle n'est pas super nécessaire. Pour tous ceux qui prennent des plans d'entraînement dans les magazines. Et vous avez quand même des trucs très sympas, hein. Il faut pas dire que c'est pas bien. Dites-vous que c'est un plan général qui a été tiré donc de plans d'athlètes de haut niveau, qui a été légèrement adapté, mais qui n'est pas forcément fait pour vous. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vois pas un plan d'entraînement où on fait pas de la VMA courte. Mais il y a plein de gens qui ont absolument pas besoin de faire de la VMA courte. Ils ont une VMA suffisamment importante pour pulvériser leur record dans la discipline qu'ils ont choisie. Je parle souvent de marathon parce que c'est là où on se rend le plus compte des problèmes. Vous avez plein de gens qui ont 18 et demi de VMA et qui sont très loin d'approcher les 3 heures au marathon alors qu'ils devraient le faire facilement. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent qu'un petit pourcentage de VMA. Alors on peut effectivement augmenter un petit peu la VMA, puisque c'est des pourcentages, on va augmenter un petit peu la perf, mais rien à voir. Si vous courez votre marathon à 70% de votre VMA, ben, il vaut mieux travailler le seuil, je vous garantis, hein. Vous avez une vidéo qui s'appelle 95% des coureurs force terreur. Cherchez un peu, vous l'allez trouver. Je l'ai fait il y a 2 ans, mais il y a tout qui est dit dedans. Vraiment important. Donc, comme pour les séances de côte, les séances de VMA, adaptez vos besoins. La muscu, c'est pareil. Oui, vous voyez qu'il faut faire de la muscu pour progresser en course à pied. Oui, mais d'abord, avant de faire de la muscu pour progresser en course à pied, il faut courir pour progresser en course à pied. Dire qu'il faut courir pour progresser en course à pied vous paraît être une lapalissade. Pourtant, je vous garantis que c'est la première chose que je suis obligé de répéter en boucle, y compris aux gens que je prépare, hein. Parce qu'il y a des gens, ils ont leurs 3 séances et ils ont l'impression que ça suffit pour progresser en course à pied. Non, ça suffit pas. Plus vous courez, plus vous progressez. Et il arrive un moment donné où effectivement, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous en faites beaucoup, des fois, il vaut mieux faire du renfort, il vaut mieux faire de la musculation en plus que de rajouter une autre séance où vous pouvez vous blesser. Mais quand vous courez 3 fois par semaine, vous ne posez pas de questions. Vous avez 1 heure de plus, allez courir 1 heure de plus, je vous garantis, vous allez faire des progrès sur toutes les distances. Et à la fin du marathon, vous aurez moins mal aux jambes que si vous courez que 3 fois. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. J'espère que vous avez retenu le message. Bien entendu, ce n'est que mon avis et je le partage avec vous. En tout cas, c'est ce que je fais faire à mes athlètes et je trouve que j'ai quand même beaucoup de réussite dans les résultats des gens. Donc, il doit y avoir quand même une petite part qui marche pas mal. J'ai une petite réussite me concernant aussi. Il faut dire que j'applique absolument les méthodes que je vous dis pour moi. Est-ce que je fais du renfort? Est-ce que je fais de la muscu? Je vais vous dire pas du tout.
ça peut vous paraître surprenant. Pourquoi je fais pas? Comme je vous l'ai dit, j'ai un passé où j'ai fait beaucoup de muscu. J'ai été très très musclé, très lourd. Et malheureusement, dès que je touche à une barre, mon corps se souvient très vite que j'ai fait de la muscu et je prends vite du poids. Et même si je fais ce qu'il faut au niveau de la charge, je peux plus travailler super lourd parce que franchement, j'aurai la capacité de le faire, mais je vais me faire mal. Il faut dire qu'à une époque, je faisais des séries de squats à 200 kilos, hein, donc il faudrait vraiment que je mette du poids et j'ai pas du tout envie parce que en vieillissant, un petit peu plus fragile. Et l'endurance de force, j'en fais pas trop non plus parce que sinon, j'ai essayé, hein, je prends vite 1 ou 2 kilos et ça me plombe complètement pour les courses. Voilà. J'ai les restes. Je fais du renfort par contre, hein, je fais du gainage, je fais du travail de lombaire, je fais des étirements, un peu des quadrilles, je fais des choses comme ça au quotidien, sans me prendre la tête. Hein, je me dis pas, oh là, tu as 20 minutes à faire. Non, non. Comme je vous disais tout à l'heure, je mets un truc dans le micro-ondes, je fais des squats, je me lave les dents, je travaille un peu les mollets, etc. Voilà, des petits trucs comme ça au quotidien qui sont très faciles à faire. Peut-être qu'en vieillissant encore, il va falloir que je reprenne un petit peu la muscu. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai les bancs, j'ai les barres, mais chaque fois que j'ai essayé, hop, j'ai le poids qui grimpe sur la balance et les résultats sont pas bons au niveau de la course, puisque je me bats souvent pour perdre du muscle pour arriver au bon poids pour le marathon. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, entraînez-vous bien.